Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter une affaire digne des plus grands scénarios, des plus grands films américains. Cela se passe en France au 19e siècle et l'on a affaire à l'une des plus grands escrocs de son époque. Découvrons cette affaire ensemble tout de suite. Ah, l'affaire de l'héritage Crawford, l'une des plus grandes escroqueries du 19e siècle. Mais avant de nous intéresser directement à l'affaire de cet héritage, consacrons-nous d'abord à l'histoire du cerveau de cette escroquerie. Voici Marie-Thérèse d'Aurignac, née le 10 septembre 1855 à Aussonne, proche de Toulouse. Sa mère, Lucie Rose, est une fille illégitime d'un riche fermier et son père, Guillaume d'Aurignac, est lui orphelin et élevé par le curé de son village. On va un peu s'intéresser à son père car il a été son modèle d'inspiration. Après avoir été élevé par le curé de son village, il va être adopté par une riche veuve de Toulouse. C'est d'ailleurs d'ici qu'il obtient son nom d'Aurignac. Il va par la suite modifier le nom d'Aurignac en d'Aurignac pour paraître plus noble et pouvoir s'octroyer le titre de comte. Il se permet même à la suite de cela de changer le nom de sa ferme en Château de l'Œillet, vraiment pour pousser au maximum cet aspect de noblesse. Il vit avec une seule idéologie en tête. Ce qui compte, ce n'est pas qui on est, mais c'est que les gens pensent que vous êtes. Et cette idéologie va beaucoup impacter sa fille Thérèse. Elle est grandie dans une famille modeste d'agriculteurs, et très tôt, elle développe un talent assez particulier. Elle est très douée pour raconter des histoires. À la seule différence que les histoires qu'elle raconte ne sont pas des histoires pour distraire les gens, non, mais des histoires pour abuser de leur bienveillance. Pour faire plus simple, son don c'est d'être une bonne grosse mytho. Et elle a un esprit de persuasion assez impressionnant. Donc lors de sa jeunesse, elle va profiter de ses talents pour abuser de certaines personnes en racontant des histoires. Et en échange, elle va recevoir des dons. Un peu d'argent, un peu de vêtements, un peu de bijoux, ce genre de choses. Elle va réussir à extorquer un couturier, un bottier ou même encore un chapelier, avec des histoires plus folles les unes que les autres. L'une d'entre elles était par exemple l'histoire d'un mariage arrangé. Elle remarque bien que les gens rentrent dans ses combines. Elle va donc aller encore plus loin. Elle va réussir à faire croire aux gens de son village qu'elle et sa famille ont hérité d'un château. Un château qui est totalement inexistant. Parmi ses voisins se trouve la famille Humbert, famille plutôt reconnue dans le village, le père étant Gustave Humbert, maire de Toulouse. Il deviendra par la suite ministre de la Justice du deuxième gouvernement de Freycinet en 1882. Gustave a un fils qui s'appelle Frédéric, qui est étudiant en droit, à peu près du même âge que Thérèse. Thérèse va se rapprocher peu à peu de ce jeune homme, car elle y voit en lui un bon parti. Le temps passe, Frédéric et Thérèse se rapprochent même de plus en plus. Comme je vous l'ai dit précédemment, la famille Humbert est reconnue. Elle a donc une image à tenir. On arrive au premier problème. Frédéric va annoncer pour la première fois à son père qu'il souhaite demander en mariage Thérèse d'Aurignac. Mais il prendra un stop. La raison, voilà, tout simplement que ça ne sera pas très bien vu parce que Thérèse elle a aucune fortune. Mais ce n'est pas sans compter l'intelligence de Thérèse. Elle ne va pas se laisser abattre. Encore une fois, elle va trouver une solution pour contourner un peu ce problème. Vous vous en doutez, elle va inventer une nouvelle histoire qui comprend un parrain très riche qui, une fois son heure venue, lui a promis de lui léguer un héritage conséquent avec un château. Encore un château. On pourrait se dire que l'histoire est folle et que cela ne va jamais passer, et pourtant, cela convainc Monsieur Gustave. Il autorise donc le mariage à se réaliser. Il se dit tout simplement qu'un petit château en plus dans la famille, ça ferait sûrement pas de mal. Thérèse et Frédéric vont donc se marier officiellement en 1878. Cependant, Thérèse annonce à Frédéric, à la suite de leur mariage, que toute cette histoire n'est que fabulation et que l'héritage n'a jamais existé. Elle lui dit également qu'elle avait besoin de lui en tant que complice et en tant que conseiller juridique. À cela, il lui pardonne et il l'accepte, un peu naïvement. Ils partent s'installer à Paris ensemble et sans beaucoup d'argent. Alors que le gouvernement de Léon Gambetta s'effondre, lui succède le gouvernement de Freycinet, dans lequel Gustave Humbert va devenir garde des Sceaux. C'est à ce moment précis que leur plan commence. Ils obtiennent le titre d'enfant de ministre et rentrent dans la noble société de Paris. On entend des rumeurs de ci, de là, comme quoi la belle-fille de Gustave Humbert devrait obtenir une part importante de l'héritage d'un richissime américain appelé Robert Henry Crawford, qui serait soi-disant millionnaire. Mais qui est Robert Henry Crawford ? Une nouvelle invention de Thérèse. C'est un personnage fictif qu'elle a entièrement inventé pour son escroquerie. Cependant, à cette époque, c'est très compliqué de pouvoir vérifier les sources. Et pour quelle raison une Française née à Aussonne recevrait une grande partie de l'héritage d'un millionnaire américain ?
D'après les dires de Thérèse, elle lui aurait porté secours dans un train alors que Robert Henry Crawford était victime d'une crise cardiaque. Bon, c'est encore un peu juste pour faire croire ce qu'elle affirme, elle va donc pousser son mensonge encore plus loin pour qu'il devienne encore plus crédible. L'idée est géniale, mais mon Dieu qu'il en faut du cran pour monter une telle escroquerie. Elle va intégrer toute sa famille et leur donner des rôles bien précis pour mettre en scène un faux procès. Dans ce procès, elle s'oppose aux neveux d'Henry Crawford, qui eux estiment que l'héritage leur revient de droit. Lors de ce procès va se négocier une convention qui va indiquer que l'héritage sera partagé en 2 parties équitables pour les 2 parties. Mais là encore, cela n'amène aucune réelle preuve de ce qu'elle hérite. Cependant, le plan est très bien monté, parce que les neveux ne vont pas respecter cette convention. Et elle, de son côté, elle va donc reporter plainte contre les neveux pour non-respect de la convention. Elle va donc pouvoir utiliser maintenant les jugements qui ont eu lieu pour prouver que l'héritage existe bel et bien. Bien évidemment, il y a un détail qui nous a sûrement pas échappé. Frédéric, lui, réalisait des études de droit. Il est donc là pour conseiller sa femme des démarches à suivre. Il va même la défendre lors de ces 2 faux procès. Après les 2 jugements, elle indique donc qu'elle a un bon porteur pour cet héritage et qu'elle décide de le mettre à l'abri dans un coffre-fort chez elle. Elle détient donc maintenant une vraie preuve d'un faux héritage. Maintenant qu'elle a obtenu une preuve pour affirmer son héritage, elle va s'en servir pour demander des prêts et l'utiliser comme garantie. Ils affirment que l'héritage comprend 100 millions de francs. La vie de rêve peut enfin commencer. Thérèse et sa famille emménagent avenue de la Grande Armée à Paris, la célèbre avenue qui mène jusqu'à l'Arc de Triomphe, séparant le 16e et le 17e arrondissement. Ils ne vont pas arrêter leur simple plaisir à un appartement en plein Paris, ils vont également s'acheter un château, le château des Vives Eaux, et se permettre de vivre une vie haute en couleur dans la haute sphère parisienne. Ils vont en profiter pour s'entourer de personnes reconnues dans la République et augmenter leur cercle de connaissances, car à ce moment-là, personne n'hésite à être ami avec eux. Ils vont se permettre d'organiser des dîners chez eux en invitant des personnes haut placées dans la politique, dans l'administratif ou dans la magistrature. Frédéric va même être élu député de Seine-et-Marne. Pour Maria, sa petite sœur, beaucoup de prétendants vont se battre pour obtenir sa main, dont une personne, Paul Deschanel, qui est un journaliste, écrivain français et également un acteur important de la politique à cette époque-là. Tandis que Thérèse apparaissait toujours soignée, propre, à des galas, des réceptions, des dîners, toujours accompagnée de son mari et de son frère, un peu plus en retrait par rapport à elle. Tout cela durera 20 ans. 20 ans à jouer à un double jeu, en falsifiant des papiers, en tenant tête à des prêteurs, en leur sortant le grand jeu à chaque fois. Une mise en scène théâtrale. Quand elle recevait des prêteurs douteux dans son bureau, elle n'hésitait pas à se mettre en scène. Elle ouvrait le coffre, prenait une pile de papier avec des enveloppes cirées pour appuyer ses dires. Mais malgré cela, au fil des années, les prêteurs commençaient à se poser des questions. Ils ne comprenaient pas pourquoi ils ne recevaient pas leur argent et commençaient un peu plus à lui forcer la main. Les créanciers commencèrent à se rebeller et demander leur argent. Ils vont donc saisir la justice contre Thérèse Imbert et Frédéric Imbert pour avoir leur dû. Mais le jour où les magistrats et les ayants droit se présentèrent devant l'avenue de la Grande Armée chez les Imbert, ils avaient disparu. Ils trouvèrent la maison et le coffre totalement vide. À partir de ce moment-là, la famille Imbert étaient devenus des personnes hautement recherchées. Des télégrammes étaient envoyés aux frontières pour pouvoir les intercepter. Mais aucune trace d'eux. Jusqu'au fameux 20 décembre 1902. Les Imbert sont arrêtés à Madrid et expatriés à Paris pour leur jugement. Lors du jugement, l'avocat d'Imbert était maître Laborie, qui a également été l'avocat de Dreyfus dans l'affaire du même nom. Il faut savoir que lors du jugement, Thérèse n'avoua jamais son mensonge et continua d'affirmer que l'héritage d'Henry Crawford était réel. Puis le verdict tomba. Les Imbert sont condamnés à 5 ans de réclusion pour faux et escroquerie fondée sur un héritage imaginaire. Après cette affaire de l'héritage Crawford, Frédéric mourut oublié en 1937, tandis que le doute plane encore sur la disparition de Thérèse. 2 versions. Une indique qu'elle serait morte à Chicago en 1918, et la seconde indique qu'elle aurait vécu jusque dans les années 30 à Paris. Personnellement, j'ai trouvé cette histoire d'escroquerie totalement surprenante. Mais si vous en connaissez une autre, n'hésitez pas à la partager dans les commentaires. Si vous souhaitez me soutenir, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner. Sur ce, je vous dis ciao.